nous sommes persuadés qu'on peut retrouver les chemins de la croissance pour le bien de tous et pour le bien, bien sûr, des populations locales, mais de toute la France et de tous les Français. Voilà ce que je veux vous dire. Nous allons rentrer un petit peu dans le détail de ce document qui présente une vision, qui présente les atouts, qui présente ces opportunités formidables de croissance, qui est quelque part avec une vision à, on va dire, 5 ou 10 ans, disons 10 ans, qui est un moment un peu historique, parce qu'en effet, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ces sujets en partant de la base et sur le plan opportunité économique. Et vous aurez donc, et je vais laisser la parole à Frédéric pour expliquer un tout petit peu plus, et à Thibaut, la constitution de ces propositions. Merci. Bien. Moi, je voudrais dire un mot sur justement la méthodologie, puis je laisserai, on partagera avec Thibaut rentrer peut-être un peu plus dans le détail. La mission que m'avait confiée Pierre et l'ambition qu'il avait affichée, c'était d'avoir un MEDEF militant et un MEDEF de pro, avec les missions pour nos MEDEF dans les territoires, c'est de les animer, c'est de représenter, de défendre nos chefs d'entreprise, mais c'est évidemment être acteur du débat. Et c'est là ce que nous avons voulu faire avec un état d'esprit qui est le nôtre, c'est d'être dans une démarche bottom-up. C'est pas ici qu'on va inventer les politiques qui sont bonnes pour nos différents territoires. Et ça a bien été dans tous nos MEDEF territoriaux d'aller travailler avec eux, d'aller les écouter pour pouvoir compiler tous ces éléments dans le document que l'on vous a remis. Et alors, moi je me permets de le dire, Pierre, on peut être fier du travail qui a été fait. Nous sommes les premiers, nous sommes les seuls à avoir fait ce travail de compilation, d'aller écouter les territoires, de remonter, vous le verrez dans les axes de travail qu'évoquera Thibaut, il y a des spécificités qui sont propres à chacun des territoires. Et donc cette ambition de ce MEDEF militant, de ce MEDEF acteur du débat, c'est bien avec les territoires que nous l'avons bâti. Et donc notre MEDEF qui est organisé avec des MEDEF territoriaux, donc avec lesquels les entreprises adhèrent, qui les animent au quotidien, et bien nous en avons dans chacun de nos territoires d'outre-mer, et ce sont eux qui localement rassemblent les chefs d'entreprise, remontent leurs préoccupations, sont les interlocuteurs de l'administration et nous ont aidés à compiler tout ça pour qu'on ait cette ambition et ce message à porter lors du grand débat des présidentielles. Et qu'il est important de se projeter dans les 20-30 prochaines années, de ne pas aliéner, on va dire, des potentiels économiques, c'est ce qui préoccupe le MEDEF, et je pense que ça manque actuellement de défaut. Revenir sur ces problématiques, c'est aussi réveiller des sujets qu'on peut retrouver à Mayotte avec les Comores, n'hésitez pas avec Madagascar, de parler de Clipperton avec le Mexique. Tout ceci, ce sont des sujets où les potentiels économiques sont bel et bien présents, insuffisamment exploités aujourd'hui. Toutefois, l'obtention des agréments reste encore un parcours du combattant pour les entreprises qui légitimement souhaitent se développer, et donc il faut envoyer un message fort à nos dirigeants pour que ces dispositifs non seulement soient pérennisés encore dans le temps, mais aussi que l'obtention se fasse naturellement et que ce ne soit pas un parcours du combattant. On retrouve cette problématique qui est commune avec toutes les entreprises de PS de charge, qui s'expriment là de façon un peu différenciée en fonction des départements et des territoires, parce que les spécificités locales sont différentes, et puis un sujet qui est complexe et dont les expressions sont aussi propres à chaque territoire, c'est sur l'octroi de mer. L'octroi de mer est quelque chose qui permet de financer le développement local, qui permet également de protéger l'entrepreneur vis-à-vis de sa production locale compte tenu de ses coûts de production. C'est aussi quelque chose qui peut avoir lié au pouvoir d'achat localement compte tenu du fait que ça est des taxes sur des produits. Et donc là, on a une alchimie complexe, tripartite, on va dire, qu'il faut conjuguer, on va dire, sur les spécificités des territoires. Voilà les différents entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont issus du numérique, ont cette logique mondialisée, ce n'est pas toujours le cas d'un entrepreneur en France, qui se projette, mais qui n'enclenche pas déjà une démarche commerciale globale. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Après, la partie développement numérique,
Elle est aussi la possibilité pour les gouvernements et pour les départements de pouvoir alléger un certain nombre de coûts. En Polynésie, les évacuations sanitaires qui coûtent extrêmement cher, bon nombre de ces évacuations sanitaires peuvent être traitées tout simplement par la télémédecine, qui nécessite d'avoir des infrastructures ad hoc pour pouvoir faire des pré-diagnostics et d'éviter qu'on envoie un avion, un hélicoptère dans des conditions parfois un peu compliquées, alors que la santé permet de pouvoir être traitée à distance. On voit aujourd'hui que des problématiques d'infrastructure, et notamment de transport, de doublement de voies, voire de projets de tramway, pourraient être mieux conjugués avec tout simplement la mise en place de dispositifs analogues de ce qu'on voit développer au travers de Blablacar ou du covoiturage, il ne faut pas citer une marque, qui permettrait là aussi de pouvoir, par une meilleure connexion, une meilleure connectivité, ça veut dire tout simplement que les réseaux passent, ça veut dire que les personnes ont été formées. On voit également des opportunités fantastiques dans l'univers du tourisme, la possibilité et la montée en puissance des sites de location, de prêt ou d'échange sont aussi des opportunités très fortes. Évidemment, être attentif au phénomène de concurrence asymétrique vis-à-vis des acteurs locaux, et ça offre des opportunités de développement auprès de la population qui, là aussi, ont besoin d'être connectés, ont besoin d'être outillés, et ça passe par les infrastructures. Donc, il y a à la fois des opportunités très fortes de développement économique, ouvertes à l'ensemble de la population, mais aussi à la possibilité de l'État de pouvoir réduire drastiquement des coûts de fonctionnement par des investissements digitaux lourds dans les départements et territoires. Et on présentera un projet qu'on a appelé le projet de métamorphose, qui est avec deux cibles. C'est faire que nos startups se créent, se développent dans tous les territoires français, métropole et outre-mer bien évidemment, se transforment, grandissent en PME, en ETI, en grands groupes idéalement. Donc là, c'est tout le problème de financement, d'accès au financement, de la fiscalité qui accompagne, du coaching qui accompagne. Donc nous avons cette première cible, nous évoquerons quelques propositions dans quelques semaines. Et ce deuxième projet, ce projet de métamorphose, c'est pour les 100 000 ou 200 000 PME françaises qui doivent se transformer et intégrer du numérique, de telle façon à être plus rapide, plus agile, plus compétitive. C'est vrai pour la sphère privée, c'est vrai pour la sphère publique. Donc vous entendrez parler du MEDEF dans 3-4 semaines pour développer en effet des best practices, une vision, et comme nous sommes forts en numérique de façon générale en France, très créatifs, très innovants, des écoles mathématiques, des écoles d'algorithmes, on a en plus des atouts considérables par rapport au monde entier dans ce secteur-là. Et deuxième grand secteur, tout ce qui est biotech. Les biotech, nous aurons aussi des propositions dans quelques mois sur ce deuxième grand secteur, intégrant la pharmacie, intégrant les médicaments, intégrant, et là, les territoires, les départements d'outre-mer sont aussi extrêmement concernés par ce sujet-là. Nous avons des demandes fortes, forcément. Mais par contre, je vais laisser mes collègues parler. Par contre, pour nous, l'essentiel, c'est les jeunes, l'emploi des jeunes. S'il y a une demande à faire, je dirais, à nos futurs candidats, c'est de trouver ce que nous avons commencé à faire à la Guadeloupe avec le pacte pour l'emploi pour les jeunes, parce que ce pacte, qui est un pacte de simplification d'embauche des jeunes, nous a permis, en 6 mois, de créer 700 emplois, alors que l'État nous avait demandé de créer 700 emplois sur 2 ans. Donc ça marche. La simplification dans les DOM, ça marche. Et nous souhaitons définitivement, s'il y a un seul mot à bien vouloir, je dirais, appliquer au DOM, c'est la simplification. Ne pas venir nous compliquer encore les choses dans le domaine européen, dans le domaine, je dirais, métropolitain, mais aussi dans notre domaine propre. Donc, le pacte pour les jeunes marche, donc on prouve et on a prouvé que les choses simples marchent dans les DOM. Confiance et simplicité. Plus on mettra de contraintes, d'obligations sur les entreprises, plus on créera du chômage. Et ça, c'est vrai en métropole, c'est vrai partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Donc il faut alléger les contraintes, les obligations. Et il faut repartir dans un mode de rapidité, d'agilité et de confiance. La confiance, c'est la clé. Il faut que nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, aient confiance dans les entrepreneurs et les entreprises. C'est magique, parce que c'est nous qui avons les clés de la croissance, qui avons les clés du développement, qui avons les clés du développement de la création de richesses et de la création d'emplois et de la création d'emplois pour les jeunes. Si on ne nous fait pas confiance,
on continuera comme avant et ce sera de pire en pire. Donc je pense que le mot-clé, c'est confiance, et c'est pour assurer la confiance, c'est qu'ils nous écoutent. Ils écoutent, et ce document, c'est la voix des entrepreneurs de terrain. Et enfin, en effet, arrêter de complexifier, il faut simplifier dans le domaine de la législation du travail, dans le fiscal, dans le juridique. C'est fondamental. Nous sommes en train de créer un monstre bureaucratique en France. Il faut arrêter ce monstre, il faut le tuer, ce monstre. Et donc, il faut revenir à la simplification et de la confiance. Et là, en effet, l'exemple de la Guadeloupe est tout à fait remarquable. Une des propositions qui ont été mises en œuvre et automatiquement de la création d'emplois. Donc, il faut prendre ce modèle et l'appliquer, le généraliser. Un mot sur Mayotte, puisque c'est notre voisin de la Réunion qui pose la question. Effectivement, Mayotte est un des territoires qui plaisent le plus pour la zone franche, mais c'est transversal dans tous les territoires. Deux raisons pour cette zone franche. Le coût du travail est plus important de 40% à Mayotte que par rapport à la métropole. Nous avons à nos frontières des pays low cost qui travaillent à des coûts, vous savez bien que le SMIC à l'île Maurice est autour de 100 €. Et troisièmement, le 1er janvier 2018, le Code du travail de métropole va s'appliquer à Mayotte. Ça veut dire que là, on va avoir un enchérissement du coût du travail de 15 à 40% en fonction des entreprises, puisqu'on va avoir toute la législation. Notre Code du travail va avoir un volume multiplié par 10. Il y a une concertation qui était une concertation opérette, où on a réuni les acteurs sociaux sans vraiment tenir compte de leur remontée. Donc je prédis un cataclysme économique le 1er janvier 2018 à Mayotte, si en contrepartie de cette application du Code du travail, mais aussi des conventions collectives qu'on nous impose à marche forcée, on n'a pas cette zone franche qui nous rendra compétitifs. Pas seulement par rapport à la situation ISO aujourd'hui, mais par rapport à toutes ces contraintes qu'on nous impose. Je veux dire, dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, nous allons avoir un enchérissement du coût du travail de 40%. Alors là, face à ça, il va se passer deux choses. Les plus petites entreprises, certains vont partir dans les territoires plus accueillants, à Madagascar, à Maurice, aux Comores. Moi-même, dans mon entreprise, je suis en train d'ouvrir une filiale aux Comores. D'autres vont mourir parce qu'elles ne pourront pas faire face, elles n'auront pas anticipé. Quant aux plus grands groupes, soit ils vont supprimer des emplois, soit ils vont délocaliser. Dans les pays voisins qui, en plus, l'île Maurice, c'est quand même sympa pour les Américains, ils sont puissants. Donc vraiment, cette zone franche, c'est pas un gadget que le MEDEF veut pour réduire les charges des entreprises, c'est une mesure pour sauvegarder l'emploi, parce que je peux vous promettre un cataclysme économique en 2018 avec des milliers de suppressions d'emplois si on n'obtient pas cette zone franche. C'est pour ça qu'on a rencontré tous les candidats à la présidence. Vraiment, je le dis peut-être avec beaucoup de cœur, mais c'est la zone franche ou la mort pour un territoire comme Voilà un bon message pour les candidats à la présidentielle de la République. J'espère qu'ils l'écouteront fortement. Roger, un mot sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, le territoire et nos infrastructures sont en panne. Donc, faute de volonté de l'État, donc il y a des entrepreneurs sur l'archipel qui ont décidé de mettre en place des études de faisabilité économique, des études techniques, afin de créer un port de hub à transbordement, afin de récupérer le plus possible les conteneurs et les navires qui viennent d'Europe à destination des États-Unis et du Canada. Donc c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui va être reposé sur plusieurs activités, également sur le tourisme, mais qui servira également de plateforme arrière pour les bases pétrolières et gazières en large de Terre-Neuve. Donc aujourd'hui, si rien ne se fait à ce niveau-là sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense qu'on n'aura plus de visibilité et le territoire est en train de se vider. Donc c'est pour ça qu'on travaille, nos infrastructures sont en panne et donc nous faisons tout
les entrepreneurs font tout, mettent la main à la poche pour aller de l'avant. La simplification, simplement que les administrations, notamment les administrations locales, mais aussi centrales, nous permettent de travailler. Qu'on puisse avoir des permis dans des délais raisonnables, que ça puisse fonctionner. Aujourd'hui, c'est vrai, je crois dans tous les Outre-mer, et particulièrement chez nous, on ne supporte plus la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL, parce qu'on a trop de difficultés à travailler. Il faut absolument qu'il y ait un New Deal qui se passe. On est des territoires qui pourraient être en développement, on est aujourd'hui en situation de sous-développement durable. L'environnement est une contrainte, alors c'est un atout à la base. Donc on arrive par l'attitude de l'administration, l'application des textes qui sont déjà des textes métropolitains, on comprend bien que dans certaines zones ça n'a pas le même sens. On ne va pas appliquer de la même façon pour certaines choses. Là, il faut absolument qu'on ait un assouplissement de l'application par des administrations. Il faut une véritable, presque une zone franche aussi à ce niveau-là, une simplification véritable. Parce qu'on a des gens qui viennent avec certains disent par l'ayatollah de l'environnement, qui viennent appliquer des textes qui sont appliqués que dans certaines zones et qui sont trop durs et absolument inadaptés. Libérons le travail, c'est tout ce qu'on demande. Une dernière question. La France est un monde historique. En effet, si on continue dans un mode d'administration omniprésente, de contraintes, d'obligations, d'étouffement, qui a été le lot de la France et de ses territoires depuis 30 ans, les 30 piteuses, le chômage va continuer d'augmenter et va exploser dans certains endroits. Donc on aspire à un changement culturel profond pour tous les candidats, qui est de dire ce qui peut nous sauver, la France, c'est l'économie, c'est la croissance. Et quel est le mot clé? C'est l'entreprise, la plus belle institution, parce que c'est là où on crée tout. Et c'est là où on crée de l'emploi, notamment pour nos jeunes. Donc l'économie bleue, ça fait partie des opportunités à prendre. C'est comme le tourisme à développer. Le tourisme aussi premium, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous avez des gens, beaucoup de gens de classe moyenne et de classe plus aisée d'Inde, de Chine, des États-Unis qui voyagent, qui vont voyager et qui pourront prendre la France, la métropole et les territoires d'outre-mer comme destination. C'est un marché. C'est un marché qui va apporter de la croissance. L'économie bleue, c'est toute l'économie de la mer. Vous vous rendez compte que la surface de la France, c'est 700 millions de kilomètres. 700 000 km². Si vous rajoutez les territoires de la région d'outre-mer, vous arrivez à 20 millions de kilomètres carrés. Donc vous multipliez par plus de 20 le territoire de la France, terre et mer. Eh bien, c'est un atout considérable. C'est un atout considérable car c'est une économie qu'il faut développer. Et dans la mer, vous avez plein de choses en effet à développer. Vous le savez, biodiversité, les algues, le plancton, les nodules, le poisson, le tourisme, l'énergie. Bon, voilà. Et ben, si on n'a pas des concurrents, des Christophe Colomb, des Vasco de Gama, des Steve Jobs français qui sont locaux, qui sont dans les territoires, qui sont des jeunes ou des moins jeunes, qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont un rêve, qui ont le goût du risque, qui ont l'audace, et qui disent moi je vais le faire, parce que l'environnement fiscal, social, administratif me permet de le faire. Eh bien, si cet environnement se met en place, eh ben, on le fera, et on le fera naturellement, on le fera avec enthousiasme et énergie, et vous créerez de la croissance, de la richesse et de l'emploi. Soit il faut demander 10 000 autorisations, vous avez un coût du travail beaucoup trop élevé, la fiscalité est là pour vous assommer immédiatement, eh ben on ne le fera pas. Et on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que je reviens sur le partage d'un projet économique de croissance enthousiasmant pour toute la France à 10 ans, à 15 ans. On n'a pas ce projet, on l'a pas depuis De Gaulle et Pompidou. C'est pour ça que ce document est fondamental. Et en plus, il a été écrit par les acteurs locaux, que je remercie d'abord d'être présents, d'avoir fait tout ce travail. C'est pas de la philosophie qu'on fait, c'est du concret. Ce sont des héros de la nation, ces messieurs qui sont là. Ceux qui ont pris l'audace, qui ont eu le courage de développer leur entreprise, de s'endetter, de ne pas connaître le futur et d'inventer le futur. Donc l'économie de la mer, oui, mais elle ne pourra se faire que si on fait confiance à des gens qui sont là. Et je vois que c'est culturel en France. Et franchement, moi j'attends de mai une rupture culturelle profonde sur ce sujet-là. Oui, l'économie c'est fondamental. Oui, la croissance on peut aller chercher. Oui, l'emploi, il est là. On peut le prendre. Faisons juste confiance aux gens qui sont les créateurs de la croissance, de la richesse et de l'emploi. Donc l'économie de la mer, gisement énorme d'opportunités pour la France. Énorme.